Que feriez-vous si vous receviez soudainement 3 millions de dollars? Eh bien, la première chose que fait notre protagoniste est d'insulter sa patronne. Ferme ta gueule, ça! Puis tabasser son ami qui couche avec sa petite amie. Wesley Gibson mène une vie banale et frustrante. Il occupe un poste sans avenir de gestionnaire de compte dans une tour de bureau sans âme pour un salaire modeste. En plus de cela, il doit supporter les brimades constantes de sa patronne Janice, qui a une attitude désagréable. Attitude médiocre, performance médiocre. Ah, alors là, laissez-moi rigoler. Tout de suite, Janice, tout de suite, Janice, tout de suite. Chaque fois qu'elle s'en prend à lui, il doit prendre des anxiolytiques pour se calmer, convaincu qu'il souffre peut-être d'un problème cardiaque. Ce n'est même pas le pire. Son soi-disant ami au travail, Barry, couche secrètement avec Cathy, la petite amie de Wesley. Il est tellement effronté qu'au magasin, Barry l'oblige même à payer les préservatifs que lui et Cathy utilisent. Tandis que Wesley, comme toujours, ravale sa colère et achète discrètement un autre flacon de médicaments contre l'anxiété, en regardant le solde pathétique de son compte bancaire. Wesley pense que sa vie sera toujours aussi insignifiante et vouée à l'échec. Mais les rouages du destin ont déjà commencé à tourner. Après une autre journée de travail épuisante, Wesley s'arrête à la pharmacie pour renouveler son ordonnance d'anxiolytique. C'est alors qu'il remarque un homme étrange qui l'observe de loin. Alors qu'il fait la queue, une femme saisissante s'approche de lui. Elle lui dit qu'elle connaissait son père, et pas seulement de vue. Son père était l'un des plus grands assassins que le monde ait jamais connu. Mon père m'a abandonné à ma naissance, donc. Il est mort hier au sommet du Metropolitan Building. Avant que Wesley n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ferme-la. Accélérez, accélérez, je vous en supplie! l'assassin les poursuit en tirant sans relâche. La femme brise le pare-brise, pousse le volant dans les mains de Wesley et sort par l'avant. Quand elle aperçoit un mur de voitures de police bloquant la route devant elle, elle reprend immédiatement le volant Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve allongé dans une immense usine textile délabrée. Plusieurs silhouettes imposantes se tiennent à proximité, chacune semblant avoir tué une douzaine d'hommes avant le petit-déj. Wesley tente de partir, mais la femme de la nuit dernière lui barre le chemin. Il n'y a pas de retour possible. Je l'imaginais plus grand. C'est Sloan, le responsable. Il tend un pistolet à Wesley et lui montre une poubelle bourdonnant de mouches. Dézingue les ailes des mouches. Honnêtement, je crois que vous m'avez confondu avec... Si tu ne tires pas, c'est moi qui tire. Ok. Wesley prend le pistolet. Son cœur bat de plus en plus vite jusqu'à ce que le monde commence à ralentir, à la stupéfaction de tous, y compris la sienne. Il l'a fait. Sloan explique à Wesley que ce dont il souffre n'est pas un problème cardiaque. C'est quelque chose de bien plus extraordinaire. Sous un stress extrême, le cœur de Wesley bat plus de 400 fois par minute, inondant son sang d'adrénaline. Cela lui confère des réflexes accrus et une perception aiguisée bien au-delà des capacités humaines normales. Très peu de personnes dans le monde ont cette capacité. Ton père l'avait. Et tu l'as toi aussi. Wesley le regarde avec incrédulité, tremblant. Il pointe son arme sur Sloan et exige de partir. Mais Sloan reste calme et serein. Vous êtes dingue. Non. Ce qui est dingue, c'est de passer à côté de sa vie quand on a la chance d'avoir du vrai sang de tueur dans les veines. C'est de se contenter de sa misérable existence alors qu'on a un lion en cage à l'intérieur de soi et la clé pour le laisser sortir. Il dit qu'ils font partie d'une société secrète d'assassins connue sous le nom de la Confrérie, fondée il y a plus de 1000 ans. La femme qui l'a sauvée s'appelle Fox, et toutes les autres personnes présentes sont également des assassins de haut niveau. L'arme que Wesley tient dans sa main appartenait autrefois à son père, l'un des assassins les plus élitistes de la fraternité, connu sous le nom de Monsieur X. Et c'est elle que tu utiliseras pour tuer celui qui a abattu ton père de sang-froid. Non, ça, et c'est- qui n'est autre que l'homme qui a essayé ce soir de t'abattre à ton tour. Sloan révèle alors à Wesley la vérité sur la mort de son père. Quelques jours plus tôt, Monsieur X était en mission lorsqu'un traître au sein de l'organisation a fait surface, éliminant plusieurs assassins d'élite.
Pour découvrir la vérité, Monsieur X rend visite à un trafiquant d'armes dans un immeuble de bureau du centre-ville. Il lui présente une balle forgée sur mesure et exige de connaître son origine. Le trafiquant l'examine de près. Elle est propre, ce qui signifie qu'elle est intraçable. Avant que le marchand d'armes n'ait pu finir sa phrase, une balle lui transperce la tête depuis loin. Monsieur X ne panique pas, il calcule chaque angle en quelques secondes, recule pour prendre de l'élan et sprinte à toute vitesse vers la vitre. En quelques minutes, il a éliminé toute l'équipe de snipers. Soudain, le téléphone de l'un des snipers morts sonne. Au bout du fil se trouve le mastermind, Cross, le traître que X traquait, mais il est trop tard. Alors pourquoi tu ne viens pas te mesurer à moi? Ce n'était que des leurs. Adieu, Monsieur X. Sloan a déjà transféré toute la fortune de son père sur le compte bancaire de Wesley. À présent, la confrérie veut que Wesley les rejoigne et venge la mort de son père. Tu étais destiné depuis longtemps à nous rejoindre. Reculez. Vous me laissez passer? Le lendemain matin, Wesley se réveille dans son appartement espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais lorsqu'il met la main dans sa poche, un pistolet tombe. Tout était réel. Permettez? Merci. Il vérifie immédiatement son compte bancaire. Le solde affiche 3,6 millions de dollars. Il ouvre les actualités et trouve un article rapportant le meurtre de son père. Tout ce que Sloan lui a dit s'avère être vrai. À ce moment-là, sa patronne passe et recommence à le rabaisser comme d'habitude. Mais cette fois, Wesley ne se recroqueville pas. Ferme ta gueule, ça! Tout le bureau se fige dans un silence stupéfait, même sa patronne. Des années de frustration refoulée jaillissent de Wesley dans un rugissement primitif. Confisqué. Vous avez dû avoir une scolarité difficile. Mais ça n'autorise pas à traiter ses subordonnés comme de la merde. Je pense être l'interprète de tous ceux qui travaillent ici en vous disant « Allez vous chier dessus en enfer ». Barry s'approche, les bras grands ouverts, essayant de se montrer solidaire. Wesley n'hésite pas. Il sort en trombe du bureau, mais il voit alors quelque chose de choquant sur un écran public. À ce moment précis, une voiture s'arrête devant lui, c'est Fox. Cette fois, Wesley n'hésite pas, il monte. Fox emmène Wesley dans une ancienne usine textile où il se retrouve à nouveau face à Sloan. Vous êtes dans le tissu ou dans le crime? L'endroit le trouble. Pourquoi un groupe d'assassins d'élite aurait-il son quartier général dans une usine remplie de machines à tisser? Sloan ne donne aucune explication. Il se contente de remettre calmement Wesley à Fox. À partir de maintenant, c'est elle qui est chargée de le transformer en tueur. L'homme attache Wesley à une chaise. L'entraînement commence par un coup de poing. Littéralement. Le premier instructeur, connu sous le nom du réparateur, frappe Wesley brutalement au visage jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La première règle pour devenir un assassin, apprendre à encaisser les coups. Lorsque Wesley reprend conscience, il se retrouve dans une nouvelle pièce face à un homme appelé le boucher. Cette fois, la leçon porte sur les couteaux. L'outil idéal quand il s'agit de travailler au corps à corps. Lorsqu'il se réveille, il est immergé dans un liquide blanc laiteux à l'intérieur d'une baignoire. À côté de lui est assis un jeune homme nerveux au regard perçant, l'exterminateur. Ces bains stimulent les globules blancs et accélèrent le processus. Les guérissent tout de suite. Quand vient enfin le moment d'apprendre à utiliser des armes à feu, Wesley entre dans une pièce remplie de silhouettes humaines, du moins c'est ce qu'il croit. Il se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de mannequins, mais de vraies personnes. Eh mais on va tout de même pas tirer sur une morte! Ça pourrait être notre mère, je sais! Fox intervient en plaçant le cadavre d'un cochon devant la cible. Vous voulez que je transperce le petit cochon? Je veux que tu fasses dévier la balle. Wesley trouve cela absurde. Les balles ne dévient pas. Cela défie les lois de la physique. C'est pas une question de procédé, c'est une question de volonté. Pendant que Sloan prêche sa philosophie, Fox le met à rude épreuve. Elle le force à monter dans un train lancé à toute vitesse, le faisant presque tomber dans le vide. Il retourne dans la baignoire de guérison. Pendant ce temps, Cross continue de massacrer d'autres membres de la confrérie. Sloan insiste sur le fait que Wesley est le seul à pouvoir l'arrêter. La dernière étape de la formation exige que Wesley attrape une navette au milieu d'un métier à tisser à grande vitesse.
Un seul faux mouvement peut lui coûter des doigts. Il échoue encore et encore. C'est n'importe quoi! Allez vous faire foutre! Ses progrès sont extrêmement lents. Sa confiance commence à s'effriter. La seule personne qui lui parle sans cruauté est l'exterminateur. Il a un passe-temps particulier. Élever des rats et leur attacher des explosifs. Des véritables bombes miniatures. Il exprime sa frustration à l'exterminateur, se moquant de la confrérie et les traitant de fous. Dis-le, lâche-toi, c'est du pipeau leur filature. Du pipeau, je te dis. Sympa, t'aurais pu me dire qu'elle était là. Pourquoi t'es là? J'avais une vie de merde! Pourquoi pas changer? Pourquoi t'es là? J'en sais rien! C'est ce moment de lucidité qui pousse Sloane à l'emmener dans une pièce spéciale, la chambre de son père. Tout ce qui s'y trouve appartenait à l'homme que Wesley n'a jamais connu. Wesley pose des questions sur la mort de son père et Sloane lui répond que Cross a trahi l'organisation et qu'il a donc dû tuer le seul homme qui pouvait le supplanter. Tout ce qui est ici, tout ça est maintenant à toi. Imprègne-toi de tout ce qu'il y a dans cette chambre, Wesley. C'est peut-être pour toi la seule façon de découvrir qui tu es. Il réalise qu'il a enfin trouvé sa raison d'être, suivre les traces de son père. Le changement est immédiat. Il cesse de résister et commence à s'adapter. Ses compétences s'affinent, son temps de réaction s'améliore et, pendant son temps libre, il étudie tous les dossiers qu'il peut trouver sur Cross, l'homme qui a tué son père. Désormais animé par un but, Wesley écrase tous les instructeurs qui le dominaient autrefois et peut désormais attraper facilement la navette lancée à grande vitesse. Il sprinte sur le toit d'un train en marche comme si de rien n'était. Il ne lui reste plus qu'un seul test à passer, faire dévier la balle. Mais malgré tous ses efforts, il n'y parvient pas. Fox décide alors de monter les enchères. Elle se place devant la cible, se mettant directement sur la trajectoire de la balle. S'il rate son tir, elle meurt. Il n'y a pas de deuxième essai. Bienvenue dans la confrérie. Sloane conduit Wesley dans une salle faiblement éclairée au fond de l'usine textile, où un énorme métier à tisser ancien tourne rythmiquement dans l'ombre. Il explique qu'il s'agit du loom du destin. Selon la légende, il y a plus de 1000 ans, les tisserands ont découvert que les imperfections dans les fils codaient des noms secrets qui, une fois déchiffrés, désignaient des individus destinés à semer le chaos et la destruction. La confrérie a été créée pour les éliminer avant que leur mal ne s'enracine. Ce sont des ordres qu'il faut exécuter. Sloane interprète les messages codés dans le loom et les assassins procèdent aux exécutions. Leur rôle n'est pas de comprendre, mais seulement d'obéir. Le tueur qui a assassiné le père de Wesley était autrefois l'un de leurs meilleurs assassins. Il ne s'est retourné contre eux qu'après que son propre nom soit apparu dans le loom. Sloane remet à Wesley sa première mission, un nom, mais lorsque Wesley se tient dans le train et s'apprête à appuyer sur la gâchette, l'hésitation le saisit. Comment peut-il être sûr que cette personne est vraiment maléfique? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? En quoi est-il nuisible? Tuer un être humain dont je ne sais absolument rien. Fox lui raconte une histoire. Le père d'une fille, un juge, a été victime d'un cambriolage une nuit. Les criminels l'ont torturé, brûlé vif devant sa fille, puis ont marqué la fille avant de la laisser pour morte. L'homme qui a commis ce crime aurait dû être éliminé depuis longtemps. Cet homme avait été désigné par le loom, mais un ancien assassin avait hésité. En tuant un, il est possible d'en sauver des centaines. Alors que Fox s'éloigne, Wesley remarque la marque de brûlure sur son cou. La petite fille dans l'histoire est Fox elle-même. Face à cette vérité, Wesley stabilise sa main et termine le travail. La cible suivante de Wesley est un riche marchand d'armes. 6 blocs sur Elstead Street. T'en as 3. Mais Wesley a appris à improviser. Avec une soudaine accélération, il fait une embardée avec l'aide de Fox et lance sa voiture en l'air. Wesley et Fox retournent à son ancien appartement pour récupérer le pistolet de son père. Qu'est-ce que tu fous là, espèce de salaud? Mais pour qui tu te prends? T'arrives même pas à la cheville de Barry. Lui, au moins, il sait s'occuper de moi. T'es qu'un gros naze. Il me fait des trucs que tu sais même pas que ça existe. J'ai te payer maintenant. Wesley, c'est qui celle-là? Wesley? C'est le meilleur.
Pendant que Fox va chercher la voiture, Wesley aperçoit Cross au loin. La poursuite commence. Wesley se lance à sa poursuite, arme au poing, à travers les rues et les ruelles, jusqu'à ce qu'il débouche dans un bâtiment industriel. Un bruit soudain derrière lui. Il tire, mais ce n'est pas Cross, c'est l'exterminateur. Cross suit immédiatement avec une balle qui touche Wesley à l'épaule. Lorsqu'il reprend conscience, l'exterminateur est en train de se vider de son sang sur le sol, mourant malgré tous les efforts déployés pour le sauver. Sa mort touche Wesley de plein fouet. Il était l'un des rares alliés qu'il avait, mais il y a un indice. La balle dans le bras de Wesley est traçable. Elle les mène à un monastère, un lieu sacré, le lieu de naissance de la confrérie elle-même. Il me lance un défi. C'est un piège. Il t'attire sur un terrain qu'il connaît parfaitement. Mais Wesley est au-delà de toute prudence. Son père est mort. Son ami est mort. Il veut se venger. Sloane autorise à contre-cœur la mission, mais dès que Wesley quitte la pièce, il sort un nouveau nom du Loom. Ta prochaine mission. Après la mort de Cross, elle devra éliminer Wesley. Il se rend au monastère isolé dans les montagnes où il trouve un vieil homme nommé Peckwarsky. Dès qu'il aperçoit Wesley, Peckwarsky s'enfuit. Vous le reconnaissez? Je sais que vous l'avez fabriqué, dites-moi où il est. Peckwarsky se rend et accepte d'organiser une rencontre avec Cross. Il les conduit à une gare isolée et tranquille, mais dès qu'ils baissent leur garde, il s'enfuit. Cross est déjà à bord d'un train qui passe. À l'intérieur du train, Wesley et Cross s'affrontent violemment. Les coups de poing et les balles fusent. Fox fonce à travers le terrain et percute miraculeusement l'un des wagons avec sa voiture. Elle rejoint Wesley en plein combat. Alors qu'il est sur le point de tomber, Cross l'attrape par le bras et le tire vers la sécurité. Mais Wesley n'hésite pas. Il tire sur Cross. Dans un dernier souffle, il révèle la vérité. Tout ce qu'ils t'ont dit était faux, tout ce qui... Tu es mon fils. C'est vrai? Oui, Pourquoi on m'a fait faire ça? parce que toi, on savait qu'il n'allait pas te tuer. Sloane a tout orchestré. Il a recruté Wesley parce qu'il était la seule personne que Cross n'aurait jamais abattue. Et maintenant Cross est mort, tué par son propre fils. Fox dit à Wesley que son nom est également apparu dans le Loom. Wesley reprend conscience et se retrouve dans une pièce calme et inconnue. Celui qui l'a sauvé n'est autre que le vieil homme du monastère, Peckwarsky. Il conduit Wesley à la fenêtre. L'appartement se trouve juste en face de l'appartement délabré de Wesley. Il regarde autour de lui. Les étagères sont remplies de dizaines de photographies. Tout le concerne. Son père était là depuis le début, veillant discrètement sur lui. C'était mon père et je l'ai abattu. Ton père était prêt à tout pour te protéger, y compris à donner sa vie. Il reste confus et amer. Wesley ne comprend pas. Peckwarsky lui révèle la vérité. Cross n'était pas là pour tuer Wesley. Il essayait de le protéger de Sloane, de la confrérie. Ton père ne voulait pas que tu entres dans la confrérie, Wesley. Il voulait autre chose pour toi. Cross s'est rebellé parce qu'il a découvert que Sloane avait trahi le code qu'ils avaient juré de respecter. Le nom de Sloane est apparu dans le Loom. Au lieu d'accepter la mort, il avait choisi le pouvoir. Lorsque Cross a découvert le complot, Sloane s'est retourné contre lui, l'a qualifié de traître et a envoyé des assassins pour le tuer. Sloane savait que Cross ne ferait jamais de mal à son fils. Alors, il a manipulé Wesley, l'a utilisé comme une arme parfaite. Un fils entraîné pour tuer son père. Tu peux mener une autre vie, Wesley, comme ton père le voulait. Mais Wesley a déjà fait son choix. Il finira ce que Cross a commencé. Il ouvre la porte d'une pièce cachée, la salle de guerre privée de Cross. À l'intérieur, Wesley trouve des étagères remplies d'explosifs, des montres soigneusement modifiées transformées et des plans détaillés du complexe de la confrérie. Cross avait tout planifié depuis des années. Alors que Wesley étudie le schéma de la bombe à rats, un plan commence à se former dans son esprit. Il achète une énorme quantité de beurre de cacahuète, se rend à la décharge et attire un essaim de rats. Il conduit un camion poubelle et défonce la porte d'entrée de l'usine textile. Il libère d'innombrables rats, chacun muni d'une bombe. Les rats se dispersent rapidement dans tous les coins de l'usine.
Lorsque le compte à rebours arrive à 0, au milieu du chaos, Wesley fait irruption à l'intérieur et commence un massacre. Il avance jusqu'à atteindre l'abattoir, où il se retrouve face à son ancien instructeur, le boucher. Mais cette fois, Wesley a l'avantage. Il terrasse le boucher. Il entre ensuite dans la bibliothèque où Fox, l'armurier et les assassins restants l'encerclent. Il est en infériorité numérique et piégé. Il n'y a pas d'issue. Sloan sort, confiant dans leur avantage. Wesley saisit l'occasion et sort un souvenir de son père. Il s'agit d'un ordre de meurtre sur lequel figure le nom de Sloan. Son père n'a jamais été un traître. C'est Sloan qui a enfreint le code. Cross a découvert le nom de Sloan sur la liste du Loom, s'est rendu compte que Sloan forgeait des cibles à des fins personnelles et a essayé de l'arrêter. C'est pourquoi Sloan s'est retourné contre lui et a manipulé Wesley pour qu'il commette le meurtre à sa place. Lorsque Wesley lève son arme pour tirer, Fox la lui fait lâcher, mais il est clair que les paroles de Wesley viennent de bouleverser tout le monde dans la pièce. À la surprise générale, Sloan ne nie rien. Au contraire, il sort une longue liste de noms, la liste actuelle des membres de la confrérie. Il s'avère que toutes les personnes présentes dans la pièce figurent sur la liste du Loom. S'ils avaient suivi le code à la lettre, chacun d'entre eux aurait été exécuté depuis longtemps. En réalité, je vous ai sauvé la vie. Maintenant, regardez où nous en sommes. Nous sommes plus forts que jamais. Sloan affirme que s'il croit vraiment en l'autorité du Loom, il devrait se suicider immédiatement. Sinon, tuez ce sale petit bâtard et nous hisserons notre confrérie jusqu'à des hauteurs inégalées, réservées jusqu'alors au seul dieu de l'Olympe. Ces paroles commencent à influencer l'Assemblée. Certains assassins commencent à vaciller, mais pas Fox. Elle refuse sans hésitation de trahir le code. Elle tire une seule balle dans la pièce, en incluant elle-même. Juste avant de s'effondrer, elle lance son arme à Wesley qui la ramasse et se lance à la poursuite de Sloan. Mais celui-ci a déjà disparu sans laisser d'indice sur sa prochaine destination. Wesley se retrouve à la dérive lorsqu'il vérifie son compte bancaire. La fortune qui avait autrefois transformé sa vie a disparu, anéantie par Sloan, le laissant sans le sou et sans but. Wesley retourne dans son ancien bureau qu'il appelait autrefois une prison. C'est alors que Sloan se montre enfin... Tu cherches toujours à savoir qui tu es ? Oh la vache! Et vous, qu'est-ce que vous foutiez pendant ce temps-là?